Bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée en premier lieu. Je m'appelle Natapia Toumani, je suis pharmacienne au sein de la Direction générale de la santé, du ministère de la Santé. Pardon? Ah, très bien. Apparemment, il faut que je mette de ce côté-là. Donc, je disais Natapia Toumani, je suis pharmacien de formation. Je suis au sein de la Direction générale de la santé, plus précisément au centre de crise sanitaire, au sein de l'unité moyens de réponse. En charge du matériel de crise et des moyens de projection. Je vais vous présenter l'organisation du centre de crise sanitaire juste après. Donc, le centre de crise sanitaire a été créé le 1er mars 2024. Il repose bien sûr sur des structures qui étaient déjà préexistantes et dont le but principal était l'anticipation, la préparation et la gestion, qui est le continuum en fait qu'on retrouve dans chacune finalement des missions des travaux de ce centre de crise sanitaire. Et donc, au sein de ce centre de crise sanitaire, on est une soixantaine d'agents, euh, sous la direction directe du directeur général de la santé, le professeur Didier Lepelletier, nouvellement nommé. Et donc, au sein de ce centre de crise sanitaire, on a deux structures, le Chorus, que vous connaissez certainement, et le pôle de préparation en crise. Ce pôle de préparation en crise, comme l'indique son nom, il est là en anticipation, en préparation des crises. Et bien sûr, quand il s'agit de crise, on vient apporter un soutien au chorus. Et donc, on a pu le faire dans le cadre de la Crishido. Le pôle de préparation en crise étant composé de l'USAR, donc l'unité surveillance et anticipation des risques. Donc, c'est ce qui va nous permettre de cartographier tous les risques et menaces pour lesquels il faudrait mettre en place une préparation, des planifications. Et là, on a l'unité doctrine et planification qui, elle, est en charge de ces travaux-là. Ensuite, on a l'unité moyens de réponse à laquelle j'appartiens, dont le docteur Michel Wakim, qui est également pharmacien, est le chef. Vous avez peut-être eu l'occasion d'échanger avec lui. Et donc, on a l'unité formation, rétex et exercice, donc l'UFER. Tout ça pour vous montrer en fait qu'on est dans un processus d'amélioration continue dans les différents travaux qu'on mène. Et bien sûr, le centre de crise sanitaire s'appuie sur les différentes expertises qu'il y a au sein de la DGS, notamment les bureaux PP, plein de bureaux au sein de la DGS qui ont une expertise qui nous sert dans nos différents métiers. Je pense aussi à la DNS, avec laquelle on travaille très régulièrement. Et bien sûr, les agences telles que Santé Publique France, l'unité moyen de réponse est quasiment quotidiennement euh, en lien ou au téléphone ou par mail avec Christine Demeuré, docteur Christine Demeuré, pardon. Et bien sûr, l'ANSM et toutes les agences en fait qu'il y a et qui gravitent autour du ministère de la Santé de manière générale et du centre de crise. Nos relais principaux sont les agences régionales de santé. C'est elles qui, au sein de leur région, nous remontent les expressions de besoin, les problématiques qui auraient besoin d'un soutien, d'un support du national pour pouvoir trouver une solution ou débloquer une situation. Donc c'est vraiment nos relais. Et dans la Crishido, on s'est beaucoup appuyé sur l'ARS Mayotte et également sur l'ARS Réunion, qui est l'ARS de zone océan Indien, dans le cadre de nos différentes missions. Bien sûr, les sociétés savantes, les professionnels de santé, je pense notamment au Haut Conseil de la santé publique, qu'on sollicite très régulièrement dans le cadre de nos travaux. Et donc là, si ça vous intéresse, il y a une petite vidéo qui présente très bien le centre de crise sanitaire. Si vous avez quelques minutes pour la regarder, elle est très intéressante. Et donc, nous, au centre de crise sanitaire, on va chercher à se préparer à tous les risques qu'on identifie, notamment en lien avec l'USAR, donc l'unité surveillance et anticipation des risques, avec notamment les pandémies grippales, les menaces NRBC, les températures extrêmes et tous les types de risques et de menaces qu'on identifie, avec l'enjeu, bien sûr, d'anticiper toujours, de planifier, de préparer. Et ça, en fait, c'est le continuum, encore une fois, et je vais le répéter tout au long de cette présentation, parce que vraiment, le continuum anticipation, préparation, gestion, et bien sûr, exercice rétex et ce processus d'amélioration continue, c'est ce qui nous drive dans chacune de nos missions
au quotidien. Je ne vais pas revenir en détail sur l'impact du cyclone Chido. Je pense que Macrem l'a très bien fait et l'a détaillé. Mais nous aussi, pour le coup, là où ça nous a fortement touchés, c'est tous les dégâts majeurs sur les infrastructures et l'accès aux soins très dégradé qui finalement nous a tous touchés finalement d'une certaine manière. Et bien sûr, on a eu des remontées terrain avec le chiffre de 80% de la PUI qui était plus qui était plus en état de marche, pour vous montrer en fait la grandeur de l'impact de ce cyclone Chido. 230 km/h, voilà, c'est assez impressionnant. Je ne reviens pas non plus sur la géographie sanitaire de Mayotte, mais juste pour préciser que tout le système de santé, bien sûr, avec le CHM qui est central et primordial sur l'accès aux soins à Mayotte, mais il y a aussi les officines, il y a aussi les grossistes répartiteurs, il y a aussi les quelques cliniques privées avec notamment des centres de dialyse. Et l'ARS, finalement, doit couvrir l'ensemble de ce système de santé-là. Donc nous, au niveau du centre de crise sanitaire, on avait aussi bien des demandes qui venaient de la PUI du CHM, mais également des grossistes répartiteurs, également des officines, donc de tout l'écosystème santé. Et ça, je pense qu'il faut en prendre l'ampleur. Et donc, en anticipation de ce cyclone, on avait bien sûr dans la continuité, anticipation, préparation et gestion du risque, vous allez finir par le retenir par cœur. On avait anticipé avec l'envoi de PSM-DOM de la Réunion vers Mayotte, donc en anticipation de cette prise en charge d'urgence. Il y avait également la réserve sanitaire, le lien avec l'interministériel qui a été très rapide. On a également eu des projections d'agents du centre de crise sanitaire dès le lendemain sur site. Donc en fait, dès la nuit du 13 au 14 décembre, nous on était déjà bien alertés et bien au fait de la situation. Et dès le lendemain, le 14 et le 15, on s'est mis en CO2. Donc c'est la coordination renforcée du Corus. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé du Corus, je crois, dans ma présentation. On va revenir parce que j'ai parlé du pôle de préparation en crise, excusez-moi. Hein. Mais c'est l'acteur majeur de ce centre de crise sanitaire-là, c'est bien sûr le Corus. C'est l'organisme de gestion des crises au quotidien, que ce soit des petites crises ou des grandes crises. Finalement, c'est lui qui est la clé de voûte de la gestion de crise. Et donc ce Corus-là, quand il est en crise et suivant les différents niveaux de mobilisation, donc le niveau 1, c'est le niveau de veille quotidien classique. Ensuite, on a un niveau 2 renforcé, un niveau 3 avec une task force qui est vraiment propre, et un niveau 4 en cas de crise exceptionnelle. On peut prendre l'exemple de la crise Covid qui touche tout le territoire national. Et donc, dans ce cadre-là, donc le centre de crise sanitaire s'est mobilisé en CO2 dès le 14 et le 15. Et ensuite, à partir du 16 décembre, on a été mobilisé en CO3 avec une task force qui a été créée pour la gestion de cette crise Chido, en parallèle de la gestion de crise quotidienne qui existe par ailleurs. Et donc dans ce CO3, tous les agents du pôle de préparation en crise ont pu, en fonction de leur disponibilité et de leur domaine d'expertise, venir en renfort de ce Corus. Et donc, au sein de l'unité moyen de réponse, on est pas mal de pharmaciens, mais pas que, hein, qui gérons les produits du stock État ou la gestion des différents moyens de réponse. Et on a pu venir en soutien de cette task force-là sur ces aspects-là.
Voilà. Et donc le niveau CO3, il vous est décrit ici. Donc il y a bien sûr le directeur général de la santé qui devient directeur de crise, avec des équipes dédiées, une élaboration d'une task force avec un calendrier 7 jours sur 7 pour la gestion de crise de manière globale. Et ça se retranscrit, en fait, on est dans la salle Chorus. Je ne sais pas si parmi certains d'entre vous auraient eu l'occasion de visiter cette salle Chorus qui est très impressionnante. Donc on est finalement une équipe dédiée du matin au soir, 7 jours sur 7 sur ces missions-là, avec une organisation qui est bien ficelée. Et donc des points quotidiens avec l'ARS Mayotte, l'ARS Réunion, sur les différents sujets de priorisation, sur les expressions de besoins, sur juste un point de situation en fait qui nous permet au jour le jour finalement d'apporter tout le soutien et l'aide nécessaire à la gestion de cette crise. Bien sûr avec Santé publique France, qui a été mobilisée très très fortement durant cette crise Chido, autant sur le volet moyen que sur les volets ressources humaines, bien sûr avec la réserve sanitaire. Et donc ça, c'était quotidien. On a mis en œuvre, un plan d'action qui reposait sur 4 axes principaux, faire face à l'urgence sanitaire par la projection de renforts et de matériel, donc ça on a pu le faire, remettre en état le système de santé, bien sûr c'est tout le ministère de la Santé qui s'est mobilisé sur ces aspects-là aussi, mettre en œuvre les mesures de santé publique pour maîtriser les risques sanitaires et épidémiques et anticiper la reconstruction du système de santé. Dans les principales actions déployées dans le premier axe, donc faire face à l'urgence sanitaire par la projection de renforts et de moyens. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un déclenchement d'une mission d'évaluation pour le bâti, la mission bâti, qui s'est rendue au centre hospitalier de Mayotte. Il y a eu aussi l'acheminement de renforts, comme je vous l'ai dit, avec la réserve sanitaire, l'envoi de matériel d'urgence avec notamment les produits sanguins. Il y a eu la projection de PSM. Il y a eu énormément d'établissements de santé qui ont été mobilisés pour la projection de ces PSM-là, notamment Mont-d'Or. Il y a eu Besançon aussi, si je ne me trompe pas. Donc plusieurs établissements de santé, en fait, au coup de sifflet, ont pu et ont su répondre présent pour la projection de ces postes sanitaires mobiles qui montrent quand même la solidarité de tout le territoire national pour venir en aide à Mayotte dans le cadre de cette crise Chido. Il y a eu aussi beaucoup de liens avec l'interministériel, notamment via la cellule interministérielle de crise sur le volet logistique, où nous aussi, en tant qu'agents du ministère de la Santé, du Centre de crise sanitaire, on a pu assister sur les enjeux de priorisation de fret. On a eu pas mal de discussions avec également nos collègues du ministère des Armées, de tous les ministères qui sont finalement présents, pour essayer de prioriser les envois de produits de santé ou également de l'USM, donc l'unité sanitaire mobile, dont on verra des photos juste après. Et également l'acheminement de dons. La gestion de dons a été très intéressante. D'ailleurs, on le mettra en point, enfin, vous le verrez sur la slide, point de Retex. Ces Maltulipes ont eu beaucoup de succès, notamment dans les missions d'aller vers, parce qu'elles ont permis d'avoir des matériels. C'est vrai qu'il y avait également des matériels pour le rhume, mais dans sa composition, il y avait également de la bétadine, par exemple, ou des antibiotiques. Et l'ARS a d'ailleurs renouvelé sa demande d'acheminement de Maltulipes qui ont été utilisés. En tout cas, nous, on a le retour de l'ARS Mayotte sur ces Maltulipes qui ont été plutôt positifs. Bien sûr, c'est difficile de répondre précisément à un besoin qui évolue, parce que la cinétique de Chido, elle n'était pas la même à J+1, à J+7, et
ainsi de suite. Mais tout l'enjeu était justement par l'envoi de matériel et de matériel d'urgence, de pouvoir répondre dans les meilleures conditions possibles à l'expression de besoins du terrain. Et donc, pour revenir sur ce don, chacune des processions de dons qu'on nous faisait parvenir, notamment en interministériel, a fait l'objet d'une sollicitation auprès de l'ARS pour savoir quel en était le besoin. Est-ce que ce besoin a été avéré, oui, non, pas simplement, uniquement pour le CHM, mais également pour toute l'offre de soins au niveau local. Donc ça, c'est la difficulté aussi de ces dons. Et donc, il y a des dons qui ont été malheureusement refusés parce qu'ils ne correspondaient pas à un besoin local. L'acheminement de renfort, ça on l'a dit, et le soutien à la prise en charge de la population avec notamment le déploiement de l'escrime, qui était très très impressionnant. J'ai eu la chance de pouvoir le visiter quand il était déployé sur le stade de Cavani. D'ailleurs, de nombreux dons ont pu ont pu venir en soutien des activités de l'escrime, pour lequel il y avait également des besoins en produits de santé autres. Et l'USM, l'unité sanitaire mobile, mais il y aura des photos juste après pour rentrer plus dans le détail. Remettre en état le système de santé. Ma crème a pu montrer les photos assez chaotiques des infrastructures qui ont été très très fortement impactées. Le docteur Sébastien Bin, à l'époque, avait pu nous faire un point sur la situation, et on voyait que finalement, que ce soit les structures de la PUI, les structures des grossistes répartiteurs, tout était impacté, avec un gros point d'alerte sur les capacités de stockage qui rendaient d'autant plus difficile finalement la sécurisation du circuit d'approvisionnement des médicaments, mais aussi des produits de santé. Et donc la structuration d'une réponse pour répondre à ce besoin-là d'acheminement de produits de santé, tout en garantissant bien sûr le maintien du circuit pharmaceutique. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur cette slide-là, mais juste pour vous dire qu'il y a eu un déploiement de la surveillance sanitaire spécifique, notamment par Santé publique France, qui nous a fourni un premier rapport d'analyse des risques. Et face à ce rapport d'analyse des risques, nous, on a mis en face tous les moyens de réponse pour pouvoir l'anticiper et le préparer. Notamment l'accès à l'eau, où il y a eu des consignes de consommation d'eau, la mise en place de comprimés de chlore, des pastilles de chlore pour pouvoir rendre l'eau potable pour les populations les plus précaires. Et donc tout ça, en fait, rappelle aussi que finalement, la gestion de crise du centre de crise sanitaire, elle couvre l'entièreté du système de soins, et même sur les aspects d'eau, par exemple, qu'on pense pas forcément. Auquel on ne pense pas forcément. Donc là, c'est juste une présentation finalement du suivi qu'on faisait, notamment les nombres de passages, mais également le nombre de cas de typhoïde, par exemple, un risque qu'on a anticipé et visibilisé. Il y a eu aussi la mise en place de mesures de santé publique pour la maîtrise des risques sanitaires, incluant les dispositifs médico-psychologiques avec la CUMP, que vous connaissez, et différents travaux de reconstruction. Et donc là, c'est juste pour vous présenter finalement comment nous, on fonctionne. Je ne vais pas revenir dans le détail du stock état qui sera présenté après, qui a déjà été présenté avant. Juste pour vous dire, donc on a le stock stratégique, le stock tactique bien sûr, mais on a également les acquisitions qu'on fait dans le cadre de situations sanitaires exceptionnelles. Et donc on l'a fait durant Chido, avec notamment les comprimés de chlore qui rentraient dans le cadre de la stratégie eau. Et dans la sécurisation des approvisionnements, bien sûr, il y a eu la commande de la PUI. Je me souviens très bien du mail de ma crème avec une liste à l'après-vert de toutes les références dont ils avaient besoin, et on a essayé de se rapprocher de nos partenaires, notamment la GEPS, pour ne pas les citer,
afin d'envoyer le plus rapidement possible ces besoins-là sur le territoire enfin, sur Mayotte, pardon. Il y avait les commandes de grossistes aussi qui étaient bloquées, où on s'est rapproché de la Direction générale de l'aviation civile pour pouvoir demander la priorisation, surtout quand il s'agissait de produits froids, en fait, qui ont une date limite de transfert et pour lesquels on a dû aussi faire valoir en fait la priorisation de ces produits-là, notamment en interministériel. Les produits de dialyse, je me souviens d'une commande du centre de dialyse Maïdia, si je me souviens bien du nom, qui a dû être envoyé en toute urgence et pour le coup, l'ARS a pris l'expression de besoin du local de ce centre-là, nous l'a remonté et nous, pour le coup, on s'est rapproché de l'interministériel pour pouvoir prioriser ces différents envois. Et donc, dans la schématique, nous, en fait, on analyse le besoin qui nous est remonté. Est-ce qu'il peut être réglé au niveau local? Oui, non. Est-ce que l'ARS a des solutions au niveau régional, notamment en lien avec l'ARS Réunion? Oui, non. Et si jamais il y a besoin de l'appui du national, c'est là où nous, on intervient pour passer à la deuxième étape, donc la cartographie des moyens. Est-ce qu'on a ces moyens-là en propre? Est-ce qu'il faut qu'on fasse une acquisition? Vers qui on doit se tourner pour pouvoir les acquérir? Et ensuite, il se passe l'acquisition, la projection et bien sûr l'utilisation sur Mayotte. La difficulté, on l'a bien compris dans cette Crescido, c'était réellement l'approvisionnement, sachant qu'au départ, il n'y avait aucun vol civil qui pouvait arriver jusqu'à Mayotte. Pour le coup, il y a eu un hub qui s'est mis en place à Vatry en coordination avec la cellule interministérielle de crise afin d'envoyer tout le fret sur ce hub de Vitry. De ce hub de Vitry, il était envoyé au hub de La Réunion et de La Réunion envoyé jusqu'à Mayotte. Et tout ça, ça paraît simple sur une slide comme ça, mais en pratique, c'était très compliqué. Des fois, même l'identification des colis était par moments compliquée. On s'est déjà retrouvé avec des colis qui n'étaient pas santé chez nous. Donc il y a toute cette gymnastique-là et finalement, de l'analyse de besoins jusqu'au dernier kilomètre, il y a une longue chaîne et à chacune de ces étapes, il y a des risques qu'on a essayé de minimiser autant que faire se peut. Et donc, pour finir, un exemple sur l'USM Chido. L'USM, c'est l'unité sanitaire mobile qui a été acquis par la DGS par Santé publique France, pardon, à la demande de la DGS et qui est en fait une structure pouvant prendre en charge des UA, des UR en soutien à une situation sanitaire exceptionnelle. Et donc, pour faire emmener cette USM-là, il a fallu donc mobiliser pas mal d'acteurs, sachant que c'est quand même 11 tonnes de matériel. Ça inclut notamment des groupes électrogènes. On a également projeté des personnels, les personnels de Mondor, qui ont été vraiment exceptionnels sur place, qui ont aidé au déploiement, donc qui ont été projetés d'abord à La Réunion, puis ensuite sur Mayotte et de ce qu'on a entendu, était aussi une forte aide pour le centre hospitalier. Et donc, il y a tout le volet logistique qui était assez lourd, avec notamment l'envoi sur un Antonov et ensuite le transit par voie maritime. Donc là, c'est sûr que ça reste de l'ordre de l'exceptionnel, mais on voit à quel point finalement toute cette chaîne-là peut être complexe à mettre en place. Et aujourd'hui, il est encore maintenu juste à côté du CHM pour de la prise en charge gynécologique, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, les premiers éléments de rétex, bien sûr, les moyens, anticiper les moyens, notamment par le catalogue de produits ou le catalogue de commandes. Je pense aussi au PSM. J'ai compris qu'il y a un enjeu de formation à l'utilisation de ces PSM-là qu'on retient. Définir les partenariats. En fait, on a beaucoup fonctionné avec des acteurs avec lesquels on ne fonctionnait pas forcément, notamment l'EDA, et qui ont été d'une grande aide, notamment pour l'envoi de comprimés de chlore.
préciser les modalités de projection jusqu'au dernier kilomètre, parce que pour le coup, là, il y a tout un enjeu en fait de savoir que le besoin, enfin que l'envoi de la réponse corresponde bien aux besoins et comment ça a été utilisé et comment en fait on se nourrit de ce rétexte-là pour mieux faire après. Et bien sûr, une doctrine pour la gestion des dents et un encadrement réglementaire. Et également, le renfort humain, il y a tout un volet sur ce sujet-là également, disposer de capacités de projection propre et vraiment l'appui de la CCIL qui a été central finalement, nous, d'un point de vue, au centre de crise sanitaire, parce qu'on s'est énormément appuyé sur eux pour pouvoir mener à bien nos missions. Et donc là, quelques chiffres qui parlent, 135 tonnes de fret sanitaire, ça fait beaucoup de fret. Une base vie, un PSM-DOM qui a été projeté, l'USM, je vous l'ai montré, et notamment beaucoup de vaccins qui ont été prépositionnés au regard des risques qui avaient été identifiés par Santé publique France, notamment les vaccins anticolériques, le vaccin contre la typhoïde. Et donc, tous ces enjeux-là en fait, de rétex vont nous permettre de mieux faire aussi dans le processus d'amélioration continue. On n'a pas parlé des EVASAN, mais c'est vrai que c'est une autre paire de manches. Les actions d'Aller Vert, avec plus de 40 000 personnes vues dans les actions d'Aller Vert, qui ont été vraiment un grand sujet de cette crise Chidola. Donc tout ça pour montrer un peu l'étendue des missions. La difficulté aussi, et peut-être que ça n'apparaît pas assez ici, c'est l'anticipation des besoins. C'est vrai que entre le moment où on a l'expression de besoin et notre capacité à pouvoir répondre à ce besoin, étant donné que c'est des territoires assez éloignés, je pense à Mayotte, je pense à la Martinique, à la Guadeloupe, enfin, tous les territoires d'outre-mer de manière globale, il se passe un certain temps avant qu'on puisse répondre aux besoins. Donc plus l'anticipation est en amont, et plus nous, ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre, surtout dans un cas de crise où tous les ministères, tout le monde a des besoins et tout le monde cherche à faire acheminer du matériel sur place. Et donc cette anticipation de besoins-là, pour nous, elle est vraiment essentielle. Et quand on a un risque de rupture qui est déjà très très court et qu'au final, nous, même en temps normal, en dehors de la crise, il nous faut déjà un certain temps pour pouvoir y répondre. Je pense que c'est important de pouvoir avoir plus de visibilité pour être en mesure de répondre. Voilà. Et juste pour terminer, vous remercier, parce qu'au final, nous, on a bien en tête qu'à la fin, c'est un patient qui est pris en charge. On essaye que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Et voilà. Donc, merci encore. Merci Nathalie. Donc du coup, merci à vous tous d'avoir répondu. Vous avez compris, donc du coup, c'est plus complexe. Au départ, moi, j'ai fait une présentation où j'ai dit c'est très complexe, ça paraît très complexe. On comprend pourquoi c'est complexe. Parce qu'en haut lieu, il y a beaucoup de ces cellules, il y a beaucoup de, choses, de gens qui pensent. Et effectivement, c'est une très bonne occasion pour comprendre l'envers du décor et combien voilà, donc c'est géré. Je passe la parole à Dr Christine Deberé, donc pharmacie responsable de l'établissement pharmaceutique